Bonjour à tous, merci d'être présents. On est déjà 31 personnes. Je vois que tout le monde est à l'heure, presque, presque. Normalement, on attend, je crois, à peu près 70 personnes. Mais bon, les agendas professionnels étant ce qu'ils sont, même si on coule sous les webinaires à répétition, on va essayer quand même de tenir un webinaire, hein, nous, dans les temps que nous l'avons orchestré. Comme vous le savez, malheureusement, nous n'avons pas pu faire, à mon grand regret, au grand regret de tous les conseils d'administration d'Esprit de Service France et au grand regret d'Agnès qui est présente et qui nous entend et qui œuvre activement au sein de l'association, comme Jean-Yves que vous voyez et qui s'est caché derrière son micro. Jean-Yves qui est le directeur de l'expérience client chez Dalkia et qui est très actif au sein de l'association Esprit de Service France. Nous n'avons pas pu tenir notre convention Esprit de Service France le 6 novembre, où nous avions préparé un programme, comme d'habitude, assez riche et fourni. Et nous avons essayé rapidement de le reproposer assez fidèlement par des petites séquences de teasing, hein, puisque ça va être notre premier teasing pour arriver, je pense, à une convention, j'espère, physique, parce qu'on y tient, on est une association où ce qui est important, c'est, comme vous le savez tous, hein, elle a été vraiment bâtie sur le sens de co-construire ensemble, réfléchir ensemble, développer l'esprit de service France en France, et de ce fait, on tient à la relation, toutes les transformations se font à partir de la relation. Certes, on peut avoir des relations intéressantes par écran interposé, on peut voir parfois des petites personnes qui s'amusent à vous expliquer des choses comme on va le faire aujourd'hui. Néanmoins, comme vous le savez, et ça j'y tiens, j'espère que cette année, on va pouvoir renouveler, comme on l'a fait les années passées, nos grandes conventions au CNOSF, où on a eu le plaisir d'accueillir la dernière, avant qu'on soit confiné totalement, Monsieur Vinit Naya. Et précédemment, on avait eu Pascal Dumerger le 6 décembre aussi, 2019. Là, on avait encore joué de malchance, hein, puisque on avait eu des grèves. Après les grèves, eh bien, on a le confinement. Heureusement qu'on a eu Vinny qui est arrivé juste à temps, grâce à Charles-Henri qui nous l'a amené rapidement. Merci Charles-Henri d'être présent. Je t'ai vu dans la liste des présents. Donc je profite pour te saluer parce que prochainement, c'est toi qui vas œuvrer pour le prochain webinaire. Je l'annonce tout de suite, comme ça c'est fait, au cas où ça coupe, le 27 novembre de 16h à 17h. Vous allez recevoir l'invitation bientôt. Donc, il est quelle heure exactement? Je pense qu'on va pouvoir commencer, hein, puisque, comme vous le savez, on va aborder ce premier sujet, hein, qui fait suite au sujet que nous avions abordé, c'est d'un confinement à l'autre, les leçons de la transformation du travail. Alors, tout cela, nous l'avons inscrit dans ce que nous avons décidé avec le conseil d'administration d'Esprit de Service France d'élaborer cette année un lab prospective qui a pour ambition d'être un collège de référence en matière de prospective appliquée au monde de demain, avec des experts du monde économique avec Aline Sparnek, du monde scientifique avec Jacques Pradin, et bien sûr le monde du service avec toute la communauté Esprit de Service France. L'association est vraiment faite pour partager, fédérer, réfléchir et agir pour le compte et pour toutes les entreprises qui composent l'Esprit de Service France. Et dans cela, notre objectif est véritablement de mélanger à la fois les initiatives, je dirais, c'est en fait un lab, un écosystème de pensée à la fois théorique et à la fois opérationnel, et on mélange les lieux d'inspiration, de mesure par nos enquêtes et des expérimentations et des partages d'expériences. Donc, l'étude sur laquelle nous allons revenir, c'est l'étude que nous avons lancée juste à la suite du confinement sur les impacts du Covid. Et nous serons sur l'autre grosse étude qui a été menée par Esprit de Service France sur le manager de demain, développeur de l'esprit de service. Et nous lancerons en 2021 une étude sur la relation commerciale
Mais ça, j'y reviendrai. Donc, on va passer au slide suivant, parce que je ne suis pas la manœuvre, donc je ne sais pas comment faire. Juste quelques éléments de contexte. Hein. Vous savez que la grande enquête que nous avons faite avec Esprit de Service France auprès de tous les secteurs d'activité qui composent l'association a permis de récupérer sur cette enquête où il y a eu 538 participants avec un taux de complétion assez exceptionnel puisqu'il était de 80%, un fort taux d'engagement dans les réponses. Alors, est-ce que c'était parce que c'était la première fois qu'on était confiné, que personne ne savait quoi faire à ce jour-là et tout le monde a répondu? J'en doute quand même. Néanmoins, ce qui a été fantastique, c'est qu'on a récupéré vraiment à travers de 32 questions fermées, nos 12 questions ouvertes, 5 813 contributions, 6 945 idées et 538 groupes sémantiques. Et l'enquête, on la mène toujours avec Top4 parce que vraiment, c'est des spécialistes de l'analyse sémantique et ils ont un moteur d'analyse assez puissant. Ils sont hyper efficaces d'un point de vue restitution. Et on a eu la chance, à travers cette enquête, que ça soit aussi bien réparti avec 44% de managers qui ont répondu 38% de collaborateurs aussi qui ont répondu. Je vais passer à la slide suivante. Alors là, nous allons aborder la deuxième partie, puisqu'après avoir parlé le 25 juin, on avait fait un webinaire le 25 juin avec un certain nombre d'entre vous, donc Xavier Fontanet, Nandine Nicolin, que je vais présenter, qui est véritablement notre DRH VIP diversité RSE, directrice académique et intervenante au sein de différentes grandes enseignes comme le SCP et l'ESSEC, et notre grande spécialiste avec qui on a le plaisir de travailler cette année, qui est Aline Soarnec. Aline Soarnec est professeure agréée des universités. Elle est prospectiviste et elle a écrit de nombreux ouvrages. Je vais donc laisser la parole à mes deux amis, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce qu'on a beaucoup travaillé le week-end, le soir, entre midi et deux, etc., pour essayer de vous construire et de vous reconstruire, de vous reprogrammer tout cela de cette façon. Et donc, je vous laisse, mesdames, œuvrer sur l'excellence et résilience, les nouvelles voies du management. Mais pour aujourd'hui, c'est le monde d'après. Eh bien, c'est encore aujourd'hui. C'est même pas après, on est retourné en confinement. Merci Aline, à toi. Merci Maryse, je donne la parole à Nandini. Merci Maryse, merci Aline. On va se donner réciproquement la parole. Merci beaucoup, on a tous pris un plaisir immense à préparer ce webinaire et finalement à revenir sur les éléments de l'enquête, Aline, sur lesquels on n'était pas encore passé lors du dernier webinaire. Et j'avoue que ça a pris une coloration toute particulière puisqu'on est vraiment passé d'un confinement à l'autre. Donc Aline, dans ce que tu vas partager avec nous, bien sûr, le relief que tu vas donner, c'est aussi un relief qui correspond au fait qu'on est revenu à une deuxième étape de confinement. Donc je vais te laisser la parole pour nous présenter les éléments donc de l'enquête sur lesquels nous ne nous étions pas arrêtés la dernière fois. Et on aura l'occasion d'aborder spécifiquement quelques questions au fur et à mesure de ton intervention. Nandini, c'est également un plaisir et un honneur de partager ce soir ces résultats avec vous. Alors, en effet, certains participants de ce soir ont participé à l'enquête sur le manager de demain. Là, on revient un petit peu en arrière sur la présentation globale des résultats sur l'étude post-premier confinement, qui d'ailleurs nous a fortement encouragés aussi à préciser certains points dans notre étude sur le manager de demain, et on aura l'occasion dans les semaines qui viennent de vous livrer les principaux résultats. Alors, dans cette étude sur finalement la perception des managers, des managers, des entrepreneurs sur cette période quand même exceptionnelle que nous avons vécue à partir du mois de mars, 4 grandes thématiques plus une que nous avons déjà abordée étaient présentes dans ce questionnaire: mon vécu personnel, mon vécu professionnel, mes relations avec les collègues, les collaborateurs et ma vision du monde d'après. La dimension client, je la présenterai très rapidement.
parce que vous avez déjà eu le webinaire, comme l'a dit Maryse, au mois de juin. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la construction de ce questionnaire, qui était une œuvre collective de toute l'équipe d'Esprit de Service France, on était vraiment sur des questions qui correspondent finalement à la transformation du travail. Quand on parle de transformation du travail aujourd'hui, bien entendu, il y a la relation de la personne à son travail, il y a la relation au métier, aux compétences, il y a la relation avec les collègues. Et puis, il y a aussi la vision du monde d'après. Donc, on va essayer de vous présenter les résultats d'une façon relativement interactive. Je vais présenter quelques slides et les commenter. Et puis, Nandini sera également là pour accentuer certains points. Et puis surtout, n'hésitez pas dans le chat à mettre quelques remarques et on aura des temps d'échange avec vous et des questions également particulières à vous poser à certains moments de la présentation. Oui, en effet, Aline, tu fais bien de parler du chat. Ce qu'on vous demande particulièrement dans le chat, c'est aussi de mettre vos réflexions par rapport à votre vécu d'aujourd'hui, en résonance par rapport à ce que Aline va partager avec vous, et on prendra un temps spécifique pour prendre cet éclairage-là aussi. Alors sur la première thématique, mon vécu personnel, les chiffres sont quand même vous voyez la tendance de vert clair et de vert foncé. La première question, j'ai pensé avant tout à ma famille et à mes proches. On a quand même 84% de degrés d'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose de relativement important parce que finalement, aujourd'hui encore, au moment du deuxième confinement, je pense que si on refaisait cette enquête, on a encore cette confirmation que finalement, cette période dite de crise sanitaire a quand même peut-être exacerbé certains points et en particulier le fait de peut-être se recentrer un petit peu plus sur l'articulation vie privée, vie professionnelle. Vous voyez, la question sur l'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle, là, on était à 65%. Et on l'a bien vu, même à l'issue du premier confinement, des personnes qui ont commencé à se poser des questions sur l'achat d'une maison, en particulier à la campagne, etc. Donc, on voit bien que cette dimension, finalement, je pense à moi, à mon environnement, à mon bien-être, etc., a été en tout cas un point très fort lors du premier confinement et qu'on peut certainement confirmer aujourd'hui. Sur le deuxième point, mon vécu professionnel, là aussi, on se rend compte que globalement, les organisations, en tout cas à l'issue du premier confinement, ont bien organisé les choses. Mon organisation a clairement communiqué sur les mesures à prendre. Des moyens informatiques ont été mis à disposition. Mon organisation a renforcé la mise à disposition de formation. Alors ça, un tout petit peu moins, mais c'est compréhensible parce que c'était une période aussi de réactivité ou de réaction par rapport à une situation quand même exceptionnelle. Donc, on voit bien que globalement, là aussi, les gens ont plutôt bien vécu cette période, en tout cas l'accompagnement par les organisations au sein de leurs entreprises. Les relations avec les collègues, donc là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que c'est en lien aussi avec le vécu personnel finalement, mais le vécu personnel peut être limité à la sphère personnelle. Là, on est plus sur la relation à l'autre. Eh bien, on voit que finalement, les relations avec les managers, avec les collègues, etc., n'ont pas forcément généré un manque relationnel. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour justement, même avec le travail à distance, conserver cette dimension relationnelle. Donc ça, c'est vraiment important parce que on voit bien que là aussi, la machine à café a manqué à certains, que pour répondre à la distanciation, les managers ont mis en œuvre des nouvelles pratiques de travail collaboratif, etc. Donc on voit bien que cette prise en compte de la dimension relationnelle a été en tout cas un élément clé et qui a été, semble-t-il, en tout cas tel que l'enquête le signale, un élément bien géré pendant le premier confinement. Sur les relations avec le client, juste un point peut-être parce qu'on l'avait beaucoup plus détaillé au mois de juin, mais globalement, ce qui est important, c'est que la qualité de service reste une priorité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'avec Esprit de Service France, je pense que c'est vraiment très important pour l'année prochaine de reprendre cette idée de qualité de service, de compétences commerciales, d'esprit de service et comment le repenser justement à l'aune d'un monde en construction qui sera le monde de demain. On l'espère tous à partir de 2021. Sur la dimension de la vision du monde d'après, ce qui est important, c'est si on reprend la transition écologique, vous voyez, on a des résultats quand même au-dessus de la moyenne. Sur le télétravail qui va généraliser là aussi, et puis on le constate bien aujourd'hui. Alors peut-être avec un petit bémol, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Mais là, à l'issue du premier confinement, la perception en tout cas des
personnes qui ont répondu étaient vraiment à une généralisation du télétravail, en tout cas pour les métiers qui le permettent. L'idée aussi intéressante, c'est que la dimension prise en compte des risques, là on voit que les chiffres sont très importants, à 95%. Donc là aussi, ça nécessite certainement dans nos organisations de réfléchir à de nouvelles modalités. Les plans de continuité d'activité n'étaient pas forcément connus par tous avant 2020. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres chantiers sur l'anticipation des risques, quels qu'ils soient, qui sont à prendre en compte. Et puis aussi, l'idée de nouveaux services qui vont se développer, certainement dans une économie beaucoup plus circulaire. Donc là aussi, ça nécessite de réfléchir peut-être à de nouveaux métiers, à de nouvelles compétences. Cette enquête, elle est vraiment, vraiment riche, Aline, et on a eu plusieurs fois l'occasion de se dire, en replongeant dedans, qu'à l'occasion de ce deuxième confinement, finalement, il y a des transformations qu'on pouvait lire en creux dans l'enquête qui, finalement, remettent au centre le fait de prendre un peu de recul par rapport au rapport au travail et lui donner finalement une perspective différente. Et tu évoquais tout à l'heure, justement, le fait que la vision du monde d'après, à ce moment-là, lors du premier confinement, c'était le fait de dire que le télétravail va se généraliser. Et il y a eu effectivement ce constat à la fois un peu forcé que c'était possible et en même temps une espèce d'aspiration. Et aujourd'hui, avec le deuxième confinement, j'anticipe déjà sur le déconfinement qu'on espère tous, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux initiatives qui ont été prises et certaines entreprises qui ont pris les devants déjà sur 2021, voire 2022, au-delà du rapport au télétravail et est-ce qu'on fait du tout télétravail ou que en partie, etc., il y a quand même un recentrage aussi sur la notion de relation. On l'avait vu en juin sur l'aspect relation au client. On le voit là aussi sur le rapport au travail et il y a vraiment des transformations profondes. Quelles leçons, Aline, est-ce qu'on peut tirer de tout ça finalement? Alors, en effet, tu as raison, Nandini. Finalement, on peut peut-être essayer, alors c'est le défaut du chercheur, de vouloir tout ranger dans une matrice, conceptualiser, etc. Mais peut-être se dire que finalement, cette transformation du travail, elle peut se décliner à quatre niveaux. Le rapport à moi et aux autres, le rapport au temps et à l'espace. Et on l'a vu, la crise sanitaire a bien mis en évidence certains points et on y reviendra. Et puis globalement aussi le rapport au travail, le sens. On parle beaucoup de sens aujourd'hui. Et donc, on va essayer justement de reprendre un peu plus en détail les résultats et en particulier en vous montrant quelques verbatims parce que là aussi, c'est toute la richesse de la plateforme Talk4 que nous avons utilisée. Nous avons pu avoir aussi des questions ouvertes qui nous ont permis de recueillir un certain nombre de verbatims très riches et de pouvoir aussi les quantifier, donc faire de la calimétrie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors sur le rapport à moi et aux autres, on voit bien que cette dimension relationnelle est vraiment importante et on a quelques verbatims qui sont quand même très forts et qu'on peut, je dirais, ranger entre guillemets en quelques grandes catégories. Donc, un recentrage sur la relation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'on a tous reçu, et ce verbatim était très significatif, des mails où tout le monde commençait « j'espère que tu vas bien » ou « prenez soin de vous », etc. Donc, bon, je pense que ce n'était pas que du discours, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a de nouvelles formes de relations qui ont émergé pendant ce premier confinement, et puis aussi une intrusion peut-être un peu plus entre la sphère privée et la sphère professionnelle, avec des apéros qui n'étaient, je dirais, entre collègues, mais aussi avec la famille, etc. Donc, on voit bien que ce recentrage sur la relation, et il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur cette dimension, en particulier en sociologie, on voit bien que ça a été confirmé, en tout cas dans notre enquête. Des relations plus fréquentes aussi, à la fois en présentiel et à distance. On s'est rendu compte que finalement, certes, on était peut-être en télétravail, mais le téléphone a très bien fonctionné pendant cette période. Le téléphone, des mails ou des outils de communication plus directs. Et on voit bien que finalement, certaines personnes, en tout cas, ne se sont pas senties isolées parce que même si c'était moins agréable et à distance, comme l'a dit Maryse, on était quand même dans une relation avec l'autre ou avec ses collègues, avec son manager, etc. Même si certains managers sont apparus comme étant un peu absents, on l'a également constaté dans certains verbatims, mais globalement, on sent bien que cette dimension était vraiment importante.
L'autre point aussi, c'est quasiment en cascade, hein, des solidarités nouvelles qui ont pu émerger entre des personnes, soit pour partager des pratiques, soit pour trouver des solutions, des gens qui peut-être ne travaillaient pas ensemble avant. Se sont mis à travailler ensemble. Donc, on voit bien que cette dimension nouvelle relation a été un point fort et également, alors dans notre enquête, c'était peut-être pas le focus essentiel, mais on peut l'ajouter, je dirais, à titre d'illustration complémentaire. Je l'ai mis à la fin, un impact aussi sur l'ensemble des métiers de la relation. D'où l'intérêt aussi, demain, de travailler sur ces nouvelles compétences dites en tout cas dites de la relation, ou des métiers commerciaux, mais pas que, hein, l'ensemble des métiers de service et ces métiers où finalement la relation devient centrale et finalement quelles sont les compétences nécessaires pour travailler et développer cet esprit de service qui nous est cher dans l'association. Le deuxième point, c'est le rapport au temps. On l'a vu dans l'enquête, l'articulation vie privée, vie professionnelle, la recherche des équilibres. Alors, c'était quelque chose qui était déjà fréquent dans les réflexions. On a tous plus ou moins écrit depuis quelques années sur ces sujets. Mais là, on voit bien que l'idée, c'était vraiment d'essayer de se recentrer sur l'essentiel, d'essayer de prendre soin de soi, de sa santé physique, mentale, de l'organisation vie privée, vie professionnelle, etc. Mais par contre, et là j'ai retrouvé des chiffres récemment là cette semaine qui montrent bien que finalement les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, la difficulté à gérer son temps a vraiment eu des impacts sur ces mots entre guillemets relativement contemporains du travail. Et donc là, il est peut-être intéressant aussi pour le futur de s'attarder sur ces conséquences potentielles de la liberté d'action, la liberté d'organiser son travail. Hein. Donc on reviendra sur cette dimension un petit peu plus tard. Cette situation de télétravail est à la fois un avantage parce qu'elle nous donne une certaine liberté, mais de l'autre côté, quand on n'a pas l'habitude, quand on ne sait pas forcément prioriser ses tâches, on peut être aussi dans le happé par l'activité. Et en activité, je dirais parfois un peu en surchauffe. Et donc là, il est important vraiment de réfléchir sur la gestion de son temps et la gestion des équilibres finalement entre le temps consacré au travail et le temps plus personnel, puisque finalement, dans ce contexte, eh bien, les frontières tombent, hein, les frontières avec le temps personnel et le temps plus professionnel, eh bien, s'effacent. Donc, je crois que, par exemple, le droit à la déconnexion doit être aussi valorisé dans les organisations pour vraiment montrer que c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est disponible H24. Alors, Aline, il faut peut-être préciser aussi finalement, à t'écouter, ce que je pense que c'est important de préciser que dans les travaux que nous menons avec le Lab et dans tes travaux de recherche, toute la richesse de ce qui est sorti de cette première enquête, finalement, à un moment où on s'est pris quelque chose qui a été subi de plein fouet et qui est arrivé soudainement, en fait, ça inspire aussi des travaux de prospective sur, au-delà du subi, finalement, demain, qu'est-ce que ça fait apparaître de différent et sur quoi est-ce qu'on doit s'interroger et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fonctionne moins. Et on aura l'occasion dans les autres webinaires et dans la poursuite des travaux aussi de faire le lien avec cette première enquête, d'aller creuser un peu plus d'ailleurs et de faire d'autres enquêtes qui viendront compléter celle-ci, et puis de faire un focus spécifique d'ailleurs sur le management, ça tu en as parlé tout à l'heure, on reviendra là-dessus, mais c'est juste pour que tous nos participants aient bien ça en tête aussi, que on en tire des leçons qui nous inspirent pour la suite et qui nous aideront aussi à faire nos travaux ultérieurs, au-delà de l'aspect subi et soudain, mais sur des choses qui sont peut-être en train de marquer profondément des transformations tout à fait pérennes par ailleurs. Oui, alors tu as tout à fait raison, Nandini. Et puis justement, le lien entre le rapport à l'espace, le rapport au temps et le rapport à l'espace fait bien la jonction entre tes remarques, avec tes remarques, parce que finalement, la question qui se pose, c'est derrière tous les plans de qualité de vie au travail, de bien-être, etc., ont quand même été pensés d'une manière intra-organisationnelle, c'est-à-dire dans l'organisation. Et là, on se rend compte que demain, eh bien, quid du lieu de travail et donc forcément de l'articulation vie privée, vie professionnelle,
professionnel, du temps même de travail, hein, puisque on est quand même dans une France où le temps de travail est bien réglementé. Et donc là, c'est vrai que toutes ces frontières-là sont en train de voler en éclats. Et donc, ça pose la question justement de cet home office ouvert, la remise en question aussi en termes d'espace, hein, de cette mode depuis 4-5 ans à peu près, en tout cas la généralisation des open space. Hein, et puis, l'idée peut-être demain beaucoup plus d'un travailleur entre guillemets nomade. Donc, c'est vrai que ça pose des questions sur les lieux, sur l'organisation du travail et plus globalement aussi sur toutes les nouvelles formes de transversalité. Parce que finalement, peut-être qu'il y a certains points qui sont à questionner, à re-questionner, mais ça a peut-être aussi facilité, fait tomber des frontières qui étaient hier plus complexes à gérer de manière présentielle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, des groupes de travail se sont mis en place, etc. Peut-être plus facilement parce que on avait accès à des bases de collègues, etc. Et puis on se disait, bah, de toute façon, on ne peut pas se voir, on va se réunir. Et donc, il y a une certaine souplesse, agilité aussi qui est apparue. Mais à l'inverse aussi, dans d'autres organisations, c'est apparu dans l'enquête, beaucoup plus de silotage. Donc, au contraire, on a essayé de sécuriser encore plus et de siloter l'organisation encore plus qu'hier. Donc, ça pose énormément de questions et des questions aussi sur l'interne et l'externe, avec des collaborations en réseau qui se sont peut-être un peu plus développées, justement, peut-être pour penser de nouveaux services, de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques, pour mieux répondre à des exigences du client, de l'usager, etc. Donc là aussi, ce sont des sujets, à mon avis, qui constitueront en tout cas vraiment des sujets de réflexion à la fois pour nous en termes de recherche appliquée, mais aussi pour les organisations, pour essayer de penser peut-être de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de penser les lieux de travail, et puis toutes les collaborations en interne, mais aussi en externe avec des partenaires d'affaires. Alors, Aline, on a voulu faire un focus particulier sur la question de l'organisation du travail, parce qu'on a vu que dans les réponses des participants à l'enquête, ça avait une place assez importante, en fait. Alors, je rappelle que j'ai regardé là, les derniers chiffres de la DARES, le service de statistique du ministère du Travail. En fait, 25% des salariés ont travaillé à distance pendant les semaines de mars et avril, donc du jour au lendemain. Et il me semble qu'aujourd'hui, là, pour le deuxième confinement, il me semble que c'est 19% de mémoire. Mais ça, j'en suis moins sûre. En tout cas, 25% sur le premier confinement. Alors, on a beaucoup de salariés qui sont passés à distance. On a vu aussi des formes de collaboration et de solidarité nouvelles, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a vu aussi qu'il y a certaines entreprises qui finalement se sont mises à fabriquer du gel hydroalcoolique, des masques, que sais-je encore. Finalement, il y a beaucoup de nouvelles idées qui ont émergé et du coup, des formes d'organisation et des formes de collaboration différentes. Alors, dans toute la littérature, enfin, on va dire tout ce qui a pu être écrit sur le sujet, montre que finalement, ces évolutions-là étaient déjà en train de germer précédemment, mais c'est comme si du jour au lendemain, on avait pris 5 à 10 ans d'accélération, en fait. Et on a vu aussi en creux, finalement, et je le vois dans le chat, certains ont fait la remarque, et on reviendra sur tout ce que vous avez commencé à écrire dans le chat, qui est vraiment très, très riche, et on va avoir un temps dédié là-dessus. Mais juste sur ce point d'organisation, on a pu voir aussi qu'il y a des inégalités, bien sûr, entre secteurs d'activité, en tout cas des différences entre secteurs d'activité, entre catégories de personnel, aussi entre régions parfois également. Et finalement, de tout ça, ce qu'on peut dire, alors il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui avec le recul qu'on a aujourd'hui, bien sûr, et qu'on sera amené à éclairer à nouveau. Mais déjà, est-ce que tu peux partager avec nous, Aline, finalement, ce que l'enquête nous dit sur cette question de l'organisation du travail? Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste avant de partager quelques résultats sur justement ce rapport au travail avec les thématiques qui correspondaient aux questions que nous avons posées, je réagis globalement à quelques éléments, quelques interventions dans le chat. Je pense que ce qui est important, c'est, vous avez raison, et d'ailleurs c'est une perspective hein, au niveau de l'association de
quasiment constitué une sorte de baromètre pour essayer de mesurer assez régulièrement les perceptions des personnes sur leur vision du travail, de leur relation avec leurs collègues, etc. Je crois qu'en effet, il y a quand même eu un effet surprise. On a tous été surpris au mois de mars, et donc les résultats, il faut les mettre en perspective par rapport à ce moment qui était, comme tu l'as dit, totalement subi. Aujourd'hui, c'est vrai que si on posait exactement les mêmes questions, on n'aurait certainement pas les mêmes pourcentages. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, et ça a été dit par certains, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une sorte de refus, de revendication ou de questionnement, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans les entreprises qui parfois, et en fonction de la taille, pouvaient être très, très bienveillantes, etc. Mais dans d'autres entreprises, ça s'est pas toujours passé très bien, et on l'a vu d'ailleurs, j'ai déjà évoqué quelques problématiques au contraire, de refermer l'entreprise sur elle-même, d'être beaucoup plus en silo, de ne pas forcément vouloir tout partager ou accéder à certains outils à distance, etc. Donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je pressens, en tout cas, pour janvier-février 2021. Je crois que dans les organisations, une fois les fêtes passées, il y a quand même une certaine, et les psychologues qui travaillent sur ça le disent bien aujourd'hui, je pense que le deuxième confinement a quand même un effet psychologique totalement différent, et donc il faudra vraiment être très à l'écoute de ce corps social, et justement, je pense que là, c'est une très belle opportunité pour engager des vraies réflexions sur l'organisation du travail, sur les outils, sur les moyens, etc., en phase justement avec les stratégies d'entreprise et les repositionnements aussi de l'activité dans certains secteurs qui seront nécessaires. Donc, on voit bien que il faut vraiment se considérer que ces résultats sont déjà un premier éclairage, et que à l'issue du deuxième confinement, je pense que ça va confirmer la nécessité, alors non pas de valider tous nos résultats, loin de là, c'est pas l'objectif, mais en tout cas de se dire qu'il y a quand même quelques sujets clés sur lesquels il faudra vraiment être très vigilant. Alors, on pourra revenir après sur d'autres éléments du chat, justement pour aller un petit peu plus loin sur la dimension rapport au travail. On va reprendre justement sur les résultats qui correspondent, et là je ferai une petite précision sur l'angle d'attaque qui était celui du questionnaire à l'époque au printemps dernier. Finalement, au travers de nos questions, ce rapport au travail, on l'a interrogé globalement autour de 4 grandes thématiques, et c'est ce qui sort, et vous allez le voir aussi dans beaucoup de résultats, que ce soit des résultats quantitatifs ou autres. C'est l'avenir professionnel. Est-ce que je me pose des questions ou pas sur mon avenir professionnel, et on le voit bien aujourd'hui, nous en gestion des ressources assez ancien qui s'appelle le sentiment de fin de vie professionnelle quand on est proche de la retraite, et en reprenant que finalement, c'est peut-être un concept assez pertinent pour réinterroger justement ce que peuvent vivre certaines personnes aujourd'hui sur ce sentiment de fin d'une certaine vie. Alors, ce ne sera pas la vie professionnelle au sens large comme quand on doit partir en retraite, mais en tout cas d'une certaine vie. Et donc, tous les symboles liés au deuil, liés au repositionnement, à l'accompagnement, etc., sont forcément nécessaires. Sur la partie engagement aussi, donc là, on verra que les résultats étaient plutôt positif, en tout cas à l'époque de la première enquête, sur les pratiques managériales et sur les pratiques collaboratives. Donc, on va revenir sur quelques résultats justement pour bien montrer que en tout cas sur cette enquête, par rapport à l'inquiétude sur l'avenir professionnel, on avait quand même des personnes qui s'inquiétaient. Alors, là aussi, c'est comment aujourd'hui vous, justement, dans vos entreprises, dans vos organisations, soit à titre personnel, soit par rapport aux équipes avec lesquelles vous partagez des aventures professionnelles, comment voyez-vous justement, c'était aussi notre souhait dans ce webinaire d'être dans une logique interactive, comment voyez-vous justement la perception des collaborateurs d'une manière générale sur leur avenir professionnel? Est-ce que c'est un avenir professionnel, est-ce qu'ils le voient plutôt sereinement, ou est-ce que l'inquiétude est plutôt grandissante? Alors, si on reprend un peu, si on reprend ce qui est dans on va revenir un peu sur certaines remarques qui ont été faites par rapport à ça dans le chat. En fait, au-delà du fait que c'est subi, une des remarques qui a été faite dans le chat aussi et qui effectivement joue beaucoup, c'est que dans ce deuxième confinement, l'intervention
de l'État au travers du protocole national intervient aussi directement dans les méthodes d'organisation du travail. Du coup, la perception sur l'avenir professionnel, finalement, aujourd'hui, je pense, elle est aussi influencée par ça. C'est-à-dire qu'il y a finalement, on subit aussi des choses. Alors, on va dire, le premier confinement a été subi, évidemment, le deuxième, mais l'effet, on va dire, n'est pas exactement le même. Mais il y a d'autres choses qui viennent finalement impacter directement et cette remarque-là, effectivement, me paraît éclairer ta question, Aline, là-dessus. Ce qu'on voit aussi dans le chat, il y a beaucoup de remarques en fait sur finalement les questions de transversalité également. Et c'est vrai que par rapport à la question de l'avenir professionnel, un des points qu'on a vu dans les différents échanges qu'on a eus en préparant ce webinaire, mais aussi de façon générale dans les travaux d'Esprit de Service France, c'est que dans les nouvelles formes de solidarité qui se sont exprimées, il y a eu aussi ces passages en fait où cette volonté en fait de pouvoir donner des perspectives de carrière finalement dans les secteurs qui recrutaient par rapport aux secteurs qui sont les plus impactés en fait par la situation qu'on vit aujourd'hui. Et ça, c'est une des réponses à l'avenir professionnel, mais certainement des réponses qui restent encore à écrire parce que ces ponts finalement d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre, entre celles qui souffrent et celles qui souffrent moins, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire. Dont d'ailleurs le cadre légal n'est pas forcément non plus le plus propice. Et c'est certainement une des voies de réponse. Alors il y a une autre. Oui, vas-y. Oui, je t'en prie, Aline. Il y a une autre voie de réponse aussi. Moi, je le vois aussi bien avec mes étudiants que dans certaines organisations. C'est la question aussi de la transformation des métiers et de la prospective qu'on peut avoir justement sur les métiers de demain. Et donc, comment on voit bien que la sécurisation des personnes sur leur visibilité du marché de l'emploi et de leur avenir professionnel, elle sera liée aussi à l'éclairage qu'on sera en capacité de donner ou pas sur justement certains secteurs, certains métiers, certaines familles professionnelles par rapport à d'autres. Et là, je crois que là aussi, ça fait partie de chantiers que les OPCO, en tout cas, sont en train de mettre en place pour peut-être éclairer différemment, finalement, la visibilité sur les métiers de demain et les compétences nécessaires, parce que forcément, il y aura tous les métiers vont se transformer, en partie avec le numérique, mais pas que. Mais il y a certainement aussi des métiers qui vont fortement évoluer et justement peut-être dans une dimension encore plus forte de relationnel, de services rendus, etc. Et là, justement, ça pose aussi la question de l'anticipation dans les cursus de formation, en particulier de formation initiale. Donc, on voit bien que l'inquiétude sur l'avenir professionnel, je pense qu'il est croissant. On l'entend, je dirais, d'une manière générale, en tout cas par rapport à certains métiers ou certains secteurs d'activité qui sont peut-être plus en tension. Mais derrière, je pense aussi que il y aura d'autres opportunités, parce que on l'a vu d'ailleurs dans l'enquête. Voilà, il y a des nouveaux modes de consommation qui émergent, il y a des nouvelles pratiques qui sont ou de nouveaux services qui sont attendus. Donc ça pourra générer de nouvelles compétences, etc. Encore faut-il justement en avoir connaissance. Donc là aussi, peut-être qu'il y a tout le monde ne sera pas forcément au même niveau. Donc il y a à mon avis des chantiers de prospective et de marketing des métiers qui seront vraiment nécessaires au plus vite, dès les périodes de début d'année, pour vraiment essayer de valoriser et surtout de rassurer, et en particulier alors soit des personnes en difficulté qui viendraient de perdre leur emploi, mais aussi les demandeurs d'emploi, mais aussi les jeunes générations. Nous, on le voit. Alors, dans le chat, d'ailleurs, là-dessus, on a deux remarques qui sont arrivées là. D'une part, ce qu'on nous dit là, l'inquiétude des collaborateurs sur leur avenir professionnel est plus importante avec le télétravail car l'appréciation du travail fourni est plus difficile et ce n'est pas forcément la priorité des responsables en période de crise. Les situations sont sans doute très diverses aussi en fonction des entreprises et notamment de leurs perspectives économiques et sociales. Donc l'impact de la combinaison de l'activité partielle et du télétravail, la perspective de plan de départ ou de PSE,
La perspective d'activité partielle de longue durée et des transformations majeures d'organisation ne peuvent qu'avoir des résonances en termes d'engagement et de nécessaire évolution du management. Et puis enfin, remarque effectivement très juste aussi, on parle beaucoup du télétravail, mais la crise a percuté également le travail en présentiel et en contact direct des clients, port du masque, gestion des distances, l'aspect convivialité aussi. Et puis, autre remarque aussi, il faudra sans doute revisiter nos approches d'appréciation du travail fourni. Alors, on en parle, on va pas faire un focus spécifique là aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais il y a eu tous ces débats autour de c'est quoi la valeur travail entre première ligne, deuxième ligne. D'ailleurs, il y a une commission spécifique qui a été créée là récemment sur les salariés de la deuxième ligne. Donc, je pense que ce sont effectivement des éléments qu'on sera amené à évoquer par la suite. Alors, je pense que quand on parle d'avenir professionnel et d'inquiétude sur son avenir, il y a certes le fait d'avoir peur de perdre son job, mais il y a aussi le fait d'avoir peur de garder son job, mais d'avoir des conditions de travail, un environnement de travail dégradé. Et là, c'est vrai que je pense que là, ça doit générer aussi de nouvelles réflexions au niveau des équipes RH, en effet, sur toutes les nouvelles formes de reconnaissance, d'appréciation, d'animation, etc. Mais on va y revenir dans les diapos suivantes. Oui. Alors sur justement le rapport au travail, la deuxième thématique, c'était l'engagement. Alors là, vous voyez, à 58%, les gens considéraient que la crise sanitaire n'avait pas détérioré l'engagement des équipes. Ils étaient plutôt pas d'accord avec la question affirmative. Donc là, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, justement, sur cette question d'engagement, qui est quand même, je dirais, relativement importante aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire finalement la relation que j'entretiens avec mon organisation. Est-ce que j'ai envie de m'investir? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans l'aventure de mon organisation? Comment voyez-vous justement la situation aujourd'hui au cours de ce deuxième confinement? Alors, sur l'engagement, je repasse sur le chat pour voir s'il y a des remarques en dehors de celles qu'on a déjà évoquées sur l'engagement. Alors, il y a une remarque mais sur laquelle on reviendra tout à l'heure sur les équipes hybrides. Ça sera la slide suivante, je pense, sur les nouvelles pratiques managériales. Oui, alors, je te laisse poursuivre, Aline, du coup, et on reviendra dessus. Peut-être pour faire le lien sur l'engagement avec quelques remarques qui ont été faites, hein, c'est que là aussi, je crois que les politiques à la fois RH et managériales auront un fort impact et là on le voit bien, il y a une vraie différence en fonction de la taille de l'organisation, du secteur d'activité, de la maturité des équipes à la fois de direction générale et RH pour faire en sorte que justement cet engagement soit toujours au rendez-vous et je pense que toutes nos réflexions justement sur cet esprit de service que nous on voudrait voir se développer encore plus au cœur des organisations pour être en phase aussi avec les attentes clients, usagers, etc. C'est des sujets d'actualité et qui ont pris une ampleur différente. Donc là aussi, je pense que ce sont des dossiers que les équipes RH, entre autres, devront vraiment s'approprier différemment à partir de 2021. Alors sur l'autre point, les nouvelles pratiques managériales. Donc il y avait une question donc dans le questionnaire de l'enquête pour répondre à cette distanciation sociale, les managers ont dû mettre en place de nouvelles pratiques. Donc là, vous voyez bien, globalement, un manager managé, on a plutôt des réponses positives. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réaction des managers et les managers les ont bien perçus pour mettre en place de nouvelles façons de manager à distance pour ceux qui étaient à distance ou en tout cas de faire ce qu'on appelle du management hybride. Donc là, il y a eu quelques remarques déjà dans le chat qu'on peut peut-être partager ou si d'autres personnes souhaitent s'exprimer. Alors, c'est vrai que effectivement, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal lors de nos prochains travaux. Mais effectivement, il y a eu plusieurs remarques sur le fait de dire que le manager aujourd'hui, c'est manager vraiment à la fois des équipes en présentiel, mais aussi des équipes à distance. Et ça fera l'objet d'un webinaire spécifique quand on va revenir sur le management. On a aussi des remarques sur le fait que
finalement, le travail à distance laisse une grande autonomie, implique davantage de dialogue, de points réguliers. Et le manager d'équipe à distance doit avoir encore davantage d'intensité qu'un manager classique. Il y a aussi la thématique du servant leadership qui est évoquée là dans le chat. Ce qui veut dire qu'on aura encore, je pense, lors de notre prochain webinaire sur ce sujet-là et lors de notre conférence qu'on espère tous voir arriver prochainement en présentiel, on va creuser particulièrement ces sujets-là. Mais je vois qu'il y a déjà énormément de remarques très riches aussi des participants à ce webinaire. Oui, tout à fait. Et la remarque sur l'idée que justement le télétravail n'est qu'une modalité, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, comme on est sur vraiment du travail plutôt hybride, hein, 2 ou 3 jours de télétravail et du présentiel, beaucoup plus que 100% de télétravail, comme on l'a vécu lors du premier confinement. Je crois que ça questionne justement de nouveaux équilibres, à trouver, et de ce fait, de questionner aussi, mais ça on y reviendra comme tu l'as dit, en particulier dans l'étude sur le manager, sur ces pratiques managériales où c'est quand même une grande transformation pour le manager d'avoir une équipe, je dirais, hybride, aussi bien présentielle, à distance, etc., d'articuler justement, de jongler aussi avec des outils d'animation, etc. Et donc, comme on le constate tous, hein, certains managers sont déjà un petit peu dans la logique un peu du sauf qui peut. Bon ben voilà, on rajoute encore cette couche de pouvoir gérer aussi avec des personnes qui sont là, d'autres qui sont pas là, etc. Et donc, je pense que là aussi, ça peut avoir un impact sur le sentiment aussi d'insécurité des collaborateurs, hein, des équipes managées, en se disant mais finalement, on sait plus trop où on en est. Bon, notre chef il est pas là aujourd'hui, c'est mon collègue qui est pas là, comment on s'organise, etc. Et donc là aussi, je pense qu'il y a besoin aussi d'un discours et de la pédagogie par rapport à toutes ces nouvelles formes, toutes ces nouvelles pratiques. Et ça, c'est vrai que bon bah voilà, on en parlait depuis un certain temps. On a eu des accords de télétravail qui avaient du mal à voir le jour. Bah voilà, on y est. Et donc il faut vraiment se dire que peut-être que allez, on oublie l'année 2020, mais je pense que l'année 2021 sera une grande année RH et management. En tout cas, on peut le souhaiter parce que je pense qu'il y a de beaux chantiers à mettre en place pour essayer d'embarquer les collectifs sur des vraies transformations et faire en sorte que on retourne pas, comme certains le disent, hein, dans le monde d'hier, qui n'était peut-être pas forcément adapté au contexte à venir. Par rapport au monde d'hier, juste une remarque, on avait constaté dans l'enquête effectivement, on avait eu des verbatims là-dessus, sur le fait que certains des participants à l'enquête avaient cette crainte-là justement, qu'on revienne au monde d'hier. Et là, dans le chat, il y a une remarque qui résonne en écho par rapport à ça, de Raphaël Colas, qui dit que le manager gère les équipes à distance surtout à base de data et de résultats, alors qu'en présentiel, le management se fait davantage au dialogue. En fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'on est dans une période inédite où il y a des choses qui s'ajustent vraiment en temps réel. Et finalement, comme toujours dans les périodes de crise, ce qu'on voit émerger, c'est toutes les aspérités, c'est-à-dire à la fois les travers. Finalement, les travers, on va les voir plus. Entre guillemets, le management par le contrôle et tout ce qu'on peut lui reprocher va être exacerbé d'un côté. Le type de management aussi beaucoup plus coopératif et qui laisse plus d'autonomie aux gens par la confiance, etc. On va aussi les voir émerger. On l'avait vu dans l'enquête, là, dans les verbatims, que, en gros, pour faire court, il y avait des verbatims qui étaient vraiment, mais très cash, si je puis dire, qui disaient, les bons, on les a vus, et les mauvais, on les voit aussi. Et ils sont toujours aussi mauvais, voire pire. Et les bons, parfois, il y a des bons qui se révèlent excellents et qu'on n'avait pas vus, justement. Et ça va éclairer aussi, bien sûr, tous nos travaux à venir. Mais finalement, le chat va beaucoup plus vite que nous, Aline, alors il va falloir qu'on gère le temps. Je te laisse passer. Voilà. Et sur la dimension aussi de réduction des coûts, là je vois aussi des tendances qui forcément au regard de la situation on repart sur de la réduction, etc. Je pense que là aussi il faut se poser la question du pilotage de la valeur et où on met le curseur. Oui. Et si on est plus sur la rationalisation des coûts, je pense que voilà, ces organisations-là peut-être elles ont certaines interrogations à avoir sur leur avenir, mais parce que je crois que justement il faut plutôt faire mieux et autrement et se poser les questions peut-être de repenser totalement des organisations, des animations, des façons de voir les choses et les pratiques. Et là, c'est pas forcément toujours ce qui se met en place. Donc là, il y a des
quasiment des signaux d'alerte qu'il faudrait avoir pour pouvoir dire attention, là, jusqu'où ne pas aller trop loin par rapport à des situations qui seraient encore plus catastrophiques à court terme. Alors, sur le développement du travail collaboratif, là, globalement, les nouvelles pratiques collectives qui émergent sont amenées à perdurer. Donc là, c'était un message d'espoir dans l'enquête suite au premier confinement. Donc là, je pense qu'on en a aussi globalement parlé dans le chat, parce que comme tu l'as dit, Nandini, il y a des échanges très riches des différents participants. Mais là aussi, je crois que, attention, le tout à distance n'est certainement pas souhaitable. Le tout présentiel, il sera de plus en plus questionné. Il faudra des articulations, veiller à de l'hybride, et puis aussi de nouveaux outils, parce que dans le travail collaboratif, c'est aussi de nouveaux outils. Et là, il y a une grande question qu'on n'a pas vraiment directement abordée, mais qu'on abordera dans nos travaux à venir, et en particulier sur le manager, c'est quand même la question de la maturité digitale des équipes et des outils à disposition, parce que là, on le voit bien, aujourd'hui, on n'est pas tous au même niveau de maturité digitale, et là aussi, c'est un chantier, à mon avis, important pour les mois à venir. Oui, et par rapport au chat, juste, on va garder une copie de tout ça et on aura l'occasion de aussi aborder ce qu'on n'a pas pu forcément aborder ce soir. Donc, je rassure les participants. D'abord, merci pour la richesse de ce que vous partagez avec nous et qui nous aide aussi dans nos travaux. Et puis, on sera heureux de partager tout cela avec vous aussi dans nos prochains rendez-vous. Par rapport à nos prochains rendez-vous, justement, Aline, quand on a préparé celui-ci ensemble, on a vu qu'il y avait quand même une grande cohérence entre finalement cette enquête SPOT qui a été faite au moment du premier confinement, les travaux de recherche en cours, et aussi finalement une espèce de... Je fais un petit point là-dessus aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais le client faisait écho finalement au regard du salarié. Les transformations du travail faisaient écho aux transformations des usages aussi et des modes de consommation. Il y a eu une remarque dans le chat là-dessus, effectivement, et qui me paraît effectivement assez intéressante. C'est vrai que les modes de consommation d'avant ont amené des débats nouveaux, un mode de consommation plus frugal, ou par exemple quand on regarde aussi dans la mode, le fait de dire pourquoi est-ce qu'on change de collection tous les 6 mois, et est-ce qu'on pourrait pas, du fait qu'on n'a pas pu écouler nos stocks aussi, est-ce qu'on va pas les écouler, les stocks de cette année sur 2021. Enfin, il y a vraiment, on a beaucoup parlé de symétrie des attentions avec Esprit de Service France, notamment évidemment avec l'intervention de Vinit Nayar, mais on voit bien que là, on a une matière extrêmement riche où on voit toutes les interactions entre les transformations qui sont en cours, que ce soit dans les usages, les modes de consommation, que ce soit dans la relation au client, la relation au travail. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, Aline, par rapport aux travaux de recherche justement qui sont en cours et à toutes ces thématiques qui sont chères à Esprit de Service France? Oui, alors juste un éclairage ou un focus sur quelques travaux qui confirment finalement ce qu'on a mis en évidence. Une première grille de lecture de confirmation d'un vrai changement de paradigme. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je pense que cette enquête liée au premier confinement confirme bien que à un moment donné, il faut quand même se poser de bonnes questions. Alors, est-ce que c'est les équipes de direction qui se posent pas les bonnes questions? Est-ce que c'est la ligne managériale ou autre? Est-ce que ce sont les équipes RH? Mais on voit bien que ce changement de paradigme qui a été valorisé entre autres, par Michel Maffezoli, vous voyez bien qu'on passe de l'individu dans un monde moderne d'hier, quasiment du siècle des Lumières jusqu'à la révolution industrielle et au choc pétrolier. Ça, c'est le monde moderne, individualiste, qui est sur le progrès, sur le rationalisme, à un monde de demain, c'est-à-dire depuis 40 ans, entre guillemets, d'après les sociologues. Mais pour nous, peut-être qu'il arrive simplement dans nos réalités d'entreprise et d'organisation même publique. Vraiment, c'est cette idée de passer vraiment à une logique beaucoup plus de personnes, et on l'a bien vu, nos premières questions l'affirment bien. Cette idée aussi que les gens ne veulent plus travailler pour uniquement gagner leur vie, ils cherchent aussi une certaine forme de réalisation, et donc là aussi comment accompagner et mieux écouter justement les attentes aussi des équipes, peut-être plus pour co-construire de nouvelles organisations, de nouvelles façons de travailler, de penser à de nouveaux métiers, etc. Et puis aussi un point important, je vais pas tous les détailler, mais passer de l'utilitarisme, je fais ça parce qu'il y a un objectif, une prime, etc., à cette idée chère à Maffezoli dans la postmodernité,
émotionnalité. C'est-à-dire, pour lui, l'esthétisation, c'est le fait de partager ensemble des émotions. Hein, c'est toute la dimension communauté. Et on le voit bien, les solidarités, les communautés de pratique, les communautés de métier, tous ces éléments-là sont vraiment importants. Donc, on voit bien que le registre de l'émotionnel est vraiment apparu, en tout cas, dans les commentaires et dans nos résultats. Et je vois bien que derrière ça, il y a quand même cette idée que, voilà, on passe d'un monde, alors même si les sociologues disent globalement que c'est à partir du choc pétrolier que ce monde postmoderne émergerait. Bon, bah voilà, peut-être que nous, on constate aujourd'hui concrètement qu'il y a quand même des attentes nouvelles. On le voit aussi bien pour les clients, consommateurs, usagers, etc., que pour les collaborateurs. Donc, il y a peut-être de nouvelles questions et de nouvelles solutions, justement, à mettre en place dans les organisations. Et tout ça, je pense, s'articule très bien avec tout ce qu'on met aujourd'hui sur le pilotage de la transformation. Vous le verrez sur l'enquête sur le manager, on a un vrai questionnement finalement sur le déploiement de nos grands projets de transformation, en particulier dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, mais aussi dans les belles PME qui engagent, hein, je le vois moi, des boîtes de 100, 200, 300 personnes qui se mettent vraiment sur des projets de transfo. La seule chose, c'est que parfois, eh bien, on commence plutôt par le bas, c'est-à-dire dans une dynamique classique de changement. On commence à faire évoluer les pratiques, les conditions de travail, les outils. C'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs pendant le premier confinement. Alors que si on a un vrai discours, un vrai projet stratégique et qu'on s'engage vraiment dans une logique de transformation, eh bien, comme le disait Charles-Henri dans un article récent, l'escalier, il se balaye par le haut. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ce qu'on a mis en gras, c'est-à-dire la culture, la stratégie, la réflexion sur les métiers et l'organisation. Donc, on voit bien que je dirais, ces 4 grandes thématiques autour de changer la culture, changer l'état d'esprit, travailler sur des visions stratégiques, etc., sont vraiment indispensables aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui va aussi rassurer les personnes par rapport à de nouvelles activités, à de nouveaux métiers, à de nouvelles façons de travailler, etc., parce que le monde est en transformation globale. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête et vous le verrez dans l'étude sur le manager, la mise en œuvre des projets de transformation a quand même été fortement questionnée. Autre point aussi important, je souhaitais le remettre en avant parce que je trouve que quand même nous avons au sein d'Esprit de Service France un modèle de transformation qui historiquement était, je dirais, articulé autour de ce que certains appellent une symétrie, de ce qu'on pourrait appeler un équilibre ou peut-être tout simplement une recherche de cohérence entre ce qu'on va dire pour le côté collaborateur et ce qu'on va dire côté client, usager, etc. Et je pense que les 3 axes structurants de piloter, de transformer par le service, de transformer par l'expérience et de transformer par la coopération, bah, finalement, il serait peut-être utile dans les travaux à partir de janvier de réinterroger ce modèle parce que je crois que c'est vraiment un modèle que vous avez construit historiquement au sein de l'association qui aujourd'hui, s'il était réellement déployé avec tous les verbes d'action qu'on peut identifier et cette recherche finalement, comme on le disait tout à l'heure, d'une nouvelle performance, d'une performance qui sera globale et pas uniquement économique, je pense que là on a peut-être des axes de réflexion à creuser et surtout à constater, à expérimenter dans les organisations. Et puis, tu en as parlé tout à l'heure, un petit clin d'œil quand même à Vinette Nayar que nous avions accueilli le 6 février dernier. Et je crois que, je ne sais pas si vous connaissez tous sa petite histoire autour des fourmis, je pense qu'elle est très significative. C'est-à-dire que dans le monde très anxiogène d'aujourd'hui, je pense qu'il faut oser, il faut être entrepreneur, il faut être intrapreneur. Et c'est vrai que nos organisations, et plus elles sont grandes, je discutais tout à l'heure avec des personnes dans le secteur du logement social, elles me disaient, mais oui, mais nos organisations sont sclérosantes finalement. Et c'est pour ça que nos jeunes préfèrent aller dans des startups, des entreprises plus petites, plus souples, etc. Donc, il y a une vraie question pour, comme disait Vinette Nayar par rapport à sa 4e fourmi, qui elle souhaitait plutôt devenir papillon, c'est-à-dire rendre possible ce qui est impossible. Je pense que c'est là aussi des discours qu'il va falloir véhiculer, marketer pour faire en sorte que notre pays s'en sorte le plus facilement possible par rapport à la situation qui est certes sanitaire, mais qui est aussi sécuritaire et qui va devenir aussi une crise sociale et économique, aussi c'est pas déjà en cours également. Et puis, une posture aussi, hein, je pense que dans toutes ces réflexions derrière les projets de transformation et la nécessité aussi de pouvoir accompagner chacun, c'est aussi de travailler dans la durée. Et donc, on l'a vu dans les expérimentations, des belles expérimentations peuvent permettre de tirer profit de certaines situations. Et donc là, on voit bien que la transformation, elle ne peut pas être momentanée. Donc là, on est sur des transformations profondes de la société, de nos organisations, de nos pratiques managériales,
managériale, de nos pratiques RH. Et donc, il faut vraiment contextualiser, il faut vraiment être dans la durée, il faut contextualiser et puis être toujours dans un mode d'influence, d'adaptation au contexte, etc. Et puis aussi essayer de mesurer peut-être différemment les résultats. Et là, je pense qu'il y a des chantiers importants pour vraiment mesurer toutes ces transformations finalement liées, entre autres à la crise sanitaire, mais aussi à toutes les transformations nécessitées par la transformation du monde. Alors Aline, on arrive à la fin du webinaire, donc je vais te laisser partager avec nous finalement quelles conclusions toi, avec ton regard d'académicienne, finalement tu portes sur la transformation du travail, sachant que évidemment on reste humble tous par rapport à tout ce qui nous arrive et à tout ce qu'on perçoit. Parce qu'on est dans une période quand même spécifique. On le voit même dans le chat aussi. Il y a des convictions très fortes qui sont partagées dans le chat. Et on a effectivement chacun les choses auxquelles on croit, nos convictions personnelles. Bien sûr, on a chacun aussi, à travers nos convictions, nos propres biais. Tout cela, c'est un mouvement où il y a un mélange entre les circonstances, mais aussi des lames de fond qui sont en train d'arriver et qui étaient un peu dont on voyait les prémices déjà ces dernières décennies. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, quand je t'écoute et quand la réflexion que je me fais, c'est que on a vu des entreprises qui étaient centenaires. Il y a eu pas mal de recherches sur qu'est-ce qui fait que ces entreprises sont restées centenaires. Des interventions comme celle de Vinit Nayar nous ont aussi beaucoup inspiré sur qu'est-ce qui a fait la réussite et la création de valeur finalement. Et aujourd'hui, on est certainement à ce moment charnière où on doit se réinterroger sur qu'est-ce qui va faire la création de valeur demain et qu'est-ce qui va faire que les entreprises et le tissu économique d'aujourd'hui, eh bien, il va justement être, alors centenaire, j'en sais rien, mais en tout cas traverser les décennies et nous amener cette lueur d'espoir. Alors, peux-tu partager avec nous finalement cette lueur d'espoir en conclusion? Alors, je suis de nature optimiste et pour reprendre aussi des remarques du chat sur est-ce que les jeunes continuent toujours à être attirés par les startups, pour faire le lien justement avec cette conclusion qui n'est qu'une conclusion provisoire à date, voilà, des pistes un peu de réflexion. Je pense que ce qui est important, en tout cas pour la vision des jeunes, et on avait travaillé sur une étude pour le Conseil économique, social et environnemental il y a un an à peu près, et un an et demi, et les jeunes nous disaient, nous on veut être reconnus par rapport à ce qu'on est et pas par rapport à nos diplômes, et en fait on veut être dans des organisations, peu importe la taille, secteur d'activité, etc., où on est dans le projet. Et moi, je le vois aujourd'hui avec mes étudiants, c'est la première année que j'ai des étudiants en alternance qui changent d'entreprise en cours d'année. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils s'ennuient. Et à juste titre, Et donc on voit bien que derrière, c'est pas forcément la taille, la forme, etc. C'est vraiment le projet. Et donc pour répondre un peu plus précisément à ta question, ça répond un peu aux trois grandes pistes qu'on a un petit peu dessinées pour terminer ce webinaire, mais de façon provisoire. C'est vraiment le besoin de sens. Et je crois que en tout cas dans cette enquête sur le premier confinement et sur la vision du travail, c'est vraiment ce besoin de sens via une vision partagée. Et ça, je crois que c'est intergénérationnel. Et c'est vrai que ça correspond peut-être à des anciens modèles de l'entreprise paternaliste d'hier, mais aujourd'hui, on le voit bien, tout un chacun, il a envie de participer à une aventure, il a envie d'avoir du sens, de savoir pourquoi il se lève le matin, quel est le sens de... Donc là aussi, on a certainement des actions à mener pour vraiment de façon pédagogique, de communication, etc., pour vraiment diffuser donner du sens, c'est le cas de le dire, à cette vision partagée et la traduire de manière très opérationnelle. Le deuxième point, c'est cette fameuse idée de valeur travail, je crois qui est questionnée depuis des années, où là, on a mis déjà 3 pistes, mais c'est vraiment, elle est en fracturation, entre guillemets, en émiettement, parce qu'on ne sait plus trop comment articuler la contribution et la performance, et on voit bien que nos grilles de lecture très rationnelles d'hier correspondent pas, et Maffezoli nous le dit, que la relation manager-collaborateur, on voit bien que cette dimension beaucoup plus relationnelle et beaucoup moins résultats, chiffres, etc., là aussi est questionnée, ce besoin d'accompagnement, de faire grandir les gens, etc. Et puis le temps et l'espace, là, ça a été quasiment la révélation via cette période de crise sanitaire, et là aussi fortement
questionner. Donc, on voit bien que, ce sont 3 pistes déjà provisoires hein, sur le questionnement par rapport à cette valeur travail, mais là aussi, je pense qu'il y a de nouveaux équilibres et de nouvelles solutions à trouver dans nos organisations. Et puis, on l'a dit, on le redit, hein, la dimension relationnelle, que ce soit des relations interpersonnelles, je crois qu'il y a je crois que c'est peut-être aussi dans la complexité et l'incertitude du monde ambiant, on a besoin aussi de se rassurer par une proximité, je dirais, entre personnes, mais aussi collectivement dans des communautés de pratique, des comités de professionnels, d'expertise, etc. Et on le voit bien, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très importantes, qu'elles soient à distance ou présentielles, c'est mieux, mais en tout cas, on voit bien que ce sont des éléments structurants qui sont liés aussi plus ou moins à l'éclatement de la famille, de la cellule historique. Et donc, on va chercher aussi de nouvelles relations. Et le travail est un lieu aussi potentiel où on peut développer toutes ces nouvelles relations, entre autres. Alors, le risque, bien entendu, c'est que derrière ça, on peut se dire, mais finalement, est-ce que l'organisation idéale de demain, c'est pas l'hôtel à projet où chacun vient un peu avec sa mission, son projet, etc. Et l'insécurité de certains peut être liée aussi à ça, hein, la fin du salariat, on en a beaucoup discuté. Et donc, ça nous interroge, en tout cas, sur toutes ces nouvelles formes. On a eu l'occasion, il y a quelques années, d'écrire un bouquin sur les nouveaux marchands, qui est tout simplement des marchands de compétences, hein, qui allaient de ville en ville vendre leurs compétences. Alors, certains métiers, c'est quasiment leur raison d'être, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui commencent à être dans cette logique. Et donc là, ça nécessite aussi de réfléchir à toutes les nouvelles formes de sécurisation, de parcours professionnels, de trajectoires professionnelles, de repenser les dynamiques de carrière, et on en reparlera dans l'étude sur le manager. La promotion qui est liée finalement au poste à responsabilité était quasiment historiquement la seule, alors qu'on peut imaginer des promotions par transversalité, par degré d'expertise, intermétier, etc., beaucoup plus large, mais c'est pas forcément le modèle historique. Donc, on voit bien que derrière ça, il y a une vraie question et de vraiment des perspectives pour qu'on ancre encore plus dans le monde du travail cet esprit de service renouvelé qui nous est cher. Merci beaucoup, Aline. Merci. Et j'en profite pour redire à nos chers participants qu'on prendra toute la richesse de ce que vous avez évoqué dans le chat. Et je vais passer la parole à Maryse, qui va nous parler des prochains rendez-vous, justement, d'Esprit de Service France. Merci, merci à toutes les deux. Vous avez été formidables, comme d'habitude. Merci. Je voudrais saluer en coulisses Jean-Yves qui a été à la manœuvre et qui a organisé techniquement, scrupuleusement, avec des répétitions, avec toutes les équipes, Agnès, moi, Aline, Nordini et aussi Élodie Béra qui s'occupe, qui était modérateur du chat, qui malheureusement n'a pas pu forcément ni s'exprimer, ni être avec nous concrètement, mais je voulais vraiment tous et toutes vous remercier parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Nous, on a plutôt l'habitude du direct. Vous savez combien j'adore le direct parce que c'est l'âme et c'est l'ADN d'esprit de service. Pour moi, c'est très difficile d'être esprit de service ou d'être au service quand on est masqué, quand on ne se sent pas bien et quand on ne se regarde pas en face, quand on ne sourit pas. Et ça, comme vous savez, j'ai l'habitude de dire dans mes conclusions que pour moi, l'esprit de service, c'est simple, c'est le plaisir de faire plaisir avant tout et il faut retrouver ce plaisir dans nos organisations. Et puis là, je pense qu'avec ce deuxième confinement, on se délite un peu parce qu'autant on a eu un premier confinement, comme on l'avait dit, qui était tellement étonnant, inédit, qu'on était tétanisés. Et le deuxième, je pense qu'il soulève plus une forme d'attentisme et presque une forme d'agressivité, c'est certain, ou de désabusement et de ras-le-bol. Et comme l'a longuement exprimé Aline à travers ses propos, la reconstruction, il faut vraiment être très vigilant sur tous ces sujets parce que une troisième vague, je pense que là, ça pourrait être très, très, très dangereux d'un point de vue sociétal, d'un point de vue collectif, sans parler des dégâts au niveau des entreprises. Néanmoins, on va continuer nos échanges prochainement avec Charles-Henri, qui est présent aujourd'hui et qui nous écoute et qui ne peut pas parler. Alors là, il n'est pas très content que tu ne peux pas parler, mais il s'exprime largement dans le chat. Donc, on le connaît. Il y aura son chat pour lui toute seule, puisqu'il nous a
fait le grand bonheur et le grand plaisir, hein, puisqu'on l'a rencontré ensemble avec Charles-Henri, on a rencontré Monsieur François Dupuis, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « On ne change pas les entreprises par décret ». Et il nous fera part justement de toutes ces enquêtes aussi qu'il a eu l'occasion de mener et de présenter à certains dirigeants. Et on abordera le sujet de son livre, donc le 27 novembre à 16 heures. Et nous continuerons avant Noël avec Aline et Nandini et toute l'équipe d'Esprit de Service France pour avancer sur un deuxième épisode, troisième épisode sur le Manager autrement, c'est aujourd'hui saison 1. On vous fait des petites séries, on y va en teasing et on vous retrouvera après au mois de janvier sur un gros sujet sur lequel on tient énormément à attirer votre attention sur véritablement comment mettre en place une expérience client et collaborateur et de mettre toutes ces équipes face au défi de l'excellence service avec justement ce que nous avons réalisé entre Afnor Certification et Esprit de Service France. Et là, ça sera piloté différemment d'aujourd'hui, mais je pense que vous aurez tout intérêt à assister activement, sérieusement à ce webinaire. Puis nous recevrons Jacques Fradin le 21 janvier. Jacques Fradin, je vous l'ai présenté le 6 décembre dernier, juste avant d'accueillir Monsieur Demurger, et nous parlerons de tous les travaux que nous faisons sur le fameux GIECO, le GIEC du comportement et sur tout ce qui touche le facteur humain. Et puis, je vais terminer par ça. J'espère, je croise les doigts pour qu'on ait notre convention habituelle sur le Manager autrement saison 2, mais en direct live au Comité national olympique et sportif français, puisque vous savez que nous inscrivons, puisqu'on a la chance d'avoir un grand monsieur que vous avez vu, je pense tous et tous, à la télé hier, puisqu'il a obtenu, il a été vraiment, c'est un militant, c'est un missionnaire de la cause du sport. Et franchement, on lui doit beaucoup et il est très actif au sein de notre association parce qu'il faut que la France soit esprit de service en 2024, quelles que soient les circonstances. À bientôt tous, je vous remercie tous et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On peut rester ensemble encore.